À votre avis, quel est le rapport entre la programmation et le saut à la corde de compétition? Je vous montre une petite démo. For most of us, jumping rope may seem like a simple childhood pastime, but for this woman, it's a way of life. My name is Tori Boggs, and C'est totalement hallucinant. Et dans le genre qui défie l'entendement, le Mick Release. is where you're letting go of one handle, but the rope is Voilà, elle lâche la main. Et par inertie, l'autre côté continue à tourner et elle rattrape le micro. La corde. Bon, je vous mettrai le lien. Ça va vous pourrir votre historique de navigation, mais c'est pas grave. Moi, c'est pendant les vacances d'été que pendant les vacances de Noël, ça m'a été proposé. Pourquoi ce genre d'histoire peut parler à les développeurs? En tout cas, moi, ça m'a parlé. Vous allez voir, c'est pas du tout délirant. Quand elle a commencé son activité, bon, maintenant c'est une sauteuse à la corde professionnelle. Je savais même pas que ça existait comme activité en pro. Mais certaines figures, ça s'apparente vraiment à de la gymnastique de haut niveau. La première chose qui est marquante, c'est que elle a commencé à 5 ans, elle était absolument pas douée. Donc le fait de partir de quelqu'un de pas doué à quelqu'un qui est devenu pro, et même parmi les meilleurs dans le monde, ça montre bien à quel point toutes ces questions avec lesquelles on peut se torturer, du genre est-ce que finalement j'ai du mal, est-ce que je suis fait pour telle activité ou pas, la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de se dire si vous êtes capable si vous êtes prêt à pratiquer aussi longtemps que nécessaire pour combler peut-être une absence de don, la question finalement n'a même plus d'importance. Et d'ailleurs, si vous avez connu, moi j'en ai connu à mon poste, des gens qui sont doués, par exemple, qui sont doués en programmation, enfin j'ai connu des gens qui étaient doués en programmation et en réseau, et à côté de ça qui jouaient au basket, à un assez bon niveau, etc. Bon, mais en tout cas, ils bossaient quand même beaucoup. La différence entre quelqu'un d'excellent, quelqu'un de bon, et quelqu'un qui est excellent parce qu'il est doué, en fait, il y aura la même quantité de travail en entrée. En sortie, le doué, il sortira à un niveau plus élevé, mais le doué qui ne travaillera pas, de toute façon, il sera jamais bon. On dira de lui, c'est quelqu'un qui a du potentiel. Et on en connaît tous des gens comme ça qui ont prétendument du potentiel, puis année après année, le potentiel, il se révèle jamais. Tout simplement parce que le potentiel sans travail, ça reste du potentiel. Donc ça ne produit jamais rien. Et le travail sans don, il y aura toujours une amélioration. Donc la seule manière de savoir si vous êtes doué ou pas, c'est de pratiquer énormément. Donc c'est cette torture que je vois régulièrement, que ce soit en programmation ou dans d'autres activités que j'ai faites au contact de gens qui avaient des niveaux très poussés. À un moment donné, je faisais du sport avec le champion de descente en ski, mais il fallait voir qu'il s'entraînait comme un malade. Donc les gens sont aussi bien exceptionnels qu'ordinaires. De toute façon, il faut qu'en entrée, il y ait énormément de travail. Donc ça déjà, savoir si vous êtes doué ou pas, ou finalement vous le saurez qu'à l'arrivée. L'autre chose que j'ai trouvé marquante avec une personne de ce niveau-là, c'est qu'il y a un rapport d'amour-répulsion pour son activité, régulièrement. Et je suis sûr que ça vous arrive à des moments où vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi le dev quand vous êtes confronté à un bug qu'il faut résister pendant des heures, et quand c'est pas parfois des jours, ou que vous vous cassez la tête sur un concept. Quand on est passé de la programmation procédurale à la programmation orientée objet, si vous faites partie des gens qui ont connu le passage, c'est pas naturel. Les choses sont compliquées, on n'arrive pas forcément tout de suite à comprendre quelle est la différence entre passer à une instance d'objet ou passer une interface. On a cette logique de constructeur, destructeur, tout ça. Au bout d'un moment, ça devient naturel, mais ça l'était pas du tout au départ. Et c'est uniquement par l'insistance, la répétition et la pratique, finalement, que quelque chose a l'air, devient naturel. Ensuite, on se demande même comment on a pu ne pas comprendre. Je sais pas si c'est pour s'épargner des souffrances rétrospectives, mais on oublie à quel point on avait pu ramer sur certains concepts ou certaines pratiques, et avant que ça devienne naturel. Et ça, vous vous rendez compte que quelle que soit l'activité de haut niveau que fait un individu, que ce soit des activités manuelles ou intellectuelles, alors j'aime pas dire qu'il y a cette souffrance, mais il y a le fait de vouloir aller au-delà et de répéter jusqu'à ce que la chose devienne naturelle. Alors on est trop souvent aujourd'hui dans du marketing de acheter cette méthode ultime et puis ça y est, vous allez voir, ça va passer crème. Ou nous, pour le dev, quand on voit des gens qui nous présentent une techno dans un meet-up ou des choses comme ça, on voit le résultat, on voit le moment où ils maîtrisent la chose. Mais on voit pas les semaines ou les mois qu'ils ont passé à galérer sur un point particulier. Alors on sait très bien que pour passer du stade débutant jusqu'à quelqu'un qui arrive à faire ce qu'il a besoin de faire, puis à bon, et ensuite bon qui a l'air d'être à l'aise, mais il y a un nombre d'heures de pratique qui est hallucinant. Et le deuxième piège après de se dire, dans ce cas, est-ce que j'ai vraiment envie de passer 1000, 2000, 5000, ou les fameuses, presque un peu cliché, 10 000 heures de pratique pour maîtriser quelque chose. C'est là que vient le deuxième piège, c'est qu'une fois qu'on a réalisé qu'il faudra beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu, le deuxième piège, ça devient le découragement par anticipation, c'est-à-dire qu'on sait tout ce par quoi il va falloir passer, et là, à ce moment-là, ça peut être décourageant, alors qu'en fait, les difficultés, après, c'est comme si on les voyait
sur un autre angle à 90 degrés, c'est-à-dire que vous voyez étape après étape ce que vous allez devoir passer et assimiler progressivement pour atteindre un certain niveau. Ensuite, on a tendance à voir tout qu'il va falloir s'enquiller pour arriver à un niveau satisfaisant. Mais en fait, cet effort, il sera régulier. Donc ça, c'est le deuxième piège presque aussi dangereux qui consiste à se dire, bah non, mais il y a vraiment trop, c'est trop énorme. Je pense pas que je vais m'attaquer à la chose. Or, une façon efficace de continuer sur quelque chose qui va demander beaucoup de temps, bah, c'est simplement de célébrer régulièrement ou de se dire, bon, bah là, allez, je sais pas, si vous faites un marathon, c'est de se dire, bah allez, 1 kilomètre de plus, ou bien 10 pas de plus. Une fois que vous avez fait les 10, bah, vous en faites 10 de plus. Mais au bout d'un moment, ça devient quelque chose d'inhumain de se dire, il va falloir lire tant de bouquins, tant de centaines ou milliers de pages, écrire tant de milliers de lignes de code, mais en fait, au bout d'un moment, vous pouvez faire les choses qu'une après l'autre. J'aime pas les proverbes parce qu'il y a toujours un proverbe et son opposé qui prend exactement le contre-pied. Mais celui-ci, pour une fois, est juste, c'est que chaque jour suffit sa peine. Donc si déjà, vous avez fait ce que vous aviez à faire pour progresser ce jour, au moins vous pouvez vous mettre une bonne tape dans le dos et puis voilà, décompresser jusqu'au moment où on recommence l'effort du lendemain, mais ensuite on est quand même reseté, on redémarre avec un niveau d'énergie aussi bien physique que mental renouvelé. Ce que j'aimais également dans ce reportage, c'est qu'à un moment donné, on la voit qui s'entraîne pour un concours de triple. Il faut qu'elle passe 3 fois la corde sur un saut, et elle doit le faire de manière continue, le but étant de battre un record sur le nombre de triples sauts qui sont enchaînés. Et on voit à un moment pendant son entraînement qu'elle en bave. Parce que je remarquais dans les commentaires que les gens disaient « Regardez, elle aime vraiment ça, elle sourit ». Mais non, en fait, dans ce genre d'activité, c'est toujours un peu du spectacle à ce niveau-là. Entre le moment où vous maîtrisez et le moment où vous pouvez le faire avec le sourire, c'est qu'il y a eu tellement encore de répétitions au-dessus pour que ça ait l'air d'être facile. Et c'est valable dans tous les domaines dans lesquels on passe simplement de bon à vraiment maître et ensuite grand maître, si on voulait prendre la même nomenclature qu'il y a aux échecs. Et ça, cette souffrance où elle explique qu'en fait, vous avez des douleurs, des brûlures qui se déplacent, qui commencent à être dans les bras, puis dans les mollets, dans les cuisses. C'est pas une partie de plaisir. Or, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il y aura toujours cette phase de souffrance. Si vous êtes un joueur d'échecs, vous allez faire des puzzles de plus en plus difficiles. Si vous êtes un musicien, vous allez devoir passer des accords qui feront mal à un moment donné. Si vous êtes sportif, moi j'avais connu un champion de descente de ski qui atteignait près de 200 km/h sur ses skis, donc il descendait évidemment pas en se lavant, c'est en ligne droite, mais on a l'impression que c'est passif comme activité. Mais il m'expliquait que si un des skis partait d'un côté ou de l'autre, vu la vitesse à laquelle il était, c'était la gamelle assurée, et même avec l'équipement qu'il avait à 200 km/h, il y a de fortes chances que ce soit l'hôpital en sortie. Nous, on a cette chance. Quand on se casse les dents sur un problème, on risque pas de se casser les os, mais quand même, il faut bien reconnaître que psychologiquement, ça peut avoir un impact. Et qu'on doit se considérer comme des athlètes du cerveau, qu'à un moment donné, il faut quand même récupérer. Donc on peut pas être tout le temps à fond, que les périodes de récupération, c'est indispensable aussi. Et non, évidemment, on risquera pas des claquages ou des crampes, mais on peut, il y a quand même des signes à détecter. Si vous commencez à sentir que vous êtes agressif ou déprimé, là ça dépendra de votre façon de gérer le stress. C'est quand même des signes à prendre en considération. Là, il est temps d'aller s'aérer un peu, d'aller marcher quelque part. Moi, j'habite pas loin d'une forêt, j'ai cette chance. Peut-être que vous habitez près de la mer ou de l'océan. Peut-être que vous habitez près de la montagne. Enfin, en tout cas, trouver quelque chose qui vous coupe et qui vous permet d'avoir cette récupération. Quand vous repensez rétrospectivement à tout ce que vous avez dû faire comme effort pour arriver au niveau que vous avez, et maintenant, la prochaine étape que vous visez, que ce soit dans 3 mois, 6 mois, 1 an, quelles sont les façons de procéder qui vous ont permis de progresser? Quelles sont les erreurs que vous ne referiez plus si vous deviez réapprendre certaines choses en programmation, ou certains concepts, ou certaines technos spécifiques? Est-ce que d'autres activités de haut niveau vous ont permis de tirer des enseignements que vous avez pu ensuite utiliser en programmation? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.